Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes ravis de passer cette matinée avec vous sur la thématique de la qualité de vie au travail. Donc, je suis Sandrine Ferrand. Je suis, Hervé l'a dit, entre autres formatrice pour G-Réseau et à côté de ça également consultante, juriste et coach certifié. Donc, je suis susceptible aujourd'hui beaucoup d'intervenir, en tout cas mon terrain de jeu étant l'entreprise aujourd'hui sur toutes ces thématiques-là, de la formation depuis plus de 20 ans aussi, de l'accompagnement et du conseil avec un passé en entreprise, en cabinet d'avocat, en service RH, pour ensuite ma propre société depuis maintenant 18 ans. Donc voilà, avec une casquette juriste, une casquette RH, une casquette prévention des risques, formation INRS ANACT derrière tout ça pour accompagner les démarches de prévention. Et puis la casquette de coach pour toute la partie justement mise en place d'actions dans les entreprises, en collectif ou en individuel, auprès de collaborateurs, de managers, de dirigeants et bien sûr en groupe avec sur la cohésion d'équipe, la conduite du changement, entre autres la gestion du stress. Voilà. Donc on travaille avec Nathalie, on travaille ensemble, on a évidemment coécrit cet ouvrage par nos expériences respectives et puis notre travail ensemble depuis plusieurs années. Et donc, je la laisse se présenter à son tour. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Nathalie Minckela-Gergely. Donc, moi, je suis coach formatrice et consultante. Également juriste de formation. J'ai fait une reconversion professionnelle il y a quelques années. Et donc, j'interviens aussi pour G-Réseau et C3S, qui est le même groupe de formation, sur les thématiques qualité de vie au travail, prévention des risques psychosociaux, comme Sandrine aussi, tout ce qui touche à la communication, les relations interpersonnelles. Donc deux volets, moi j'ai un volet coaching, donc coaching individuel et coaching d'équipe, essentiellement en entreprise, mais aussi certaines personnes en individuel hors contexte entreprise, et donc le volet formation sur les thématiques dont je viens de parler. Donc moi je suis très heureuse de passer cette matinée aussi avec vous et avec Sandrine, donc avec qui je travaille beaucoup. Elle l'a dit tout à l'heure, on a écrit ce livre à quatre mains. C'est vraiment des domaines qui nous tiennent vraiment à cœur. Moi, j'ai passé un peu plus de 20 ans en entreprise. J'ai connu beaucoup de restructuration, aussi beaucoup de souffrance au travail, beaucoup de gens malheureux, etc., pour qui le travail était difficile. Et franchement, j'ai vraiment à cœur maintenant d'accompagner les entreprises, de rentrer dans l'entreprise par l'autre porte pour les accompagner dans la mise en place de tout ce qui peut améliorer la qualité de vie au travail, puisque je suis persuadée, tout comme Sandrine, qu'un salarié, pas forcément heureux au travail, mais en tout cas qui est content d'arriver chaque matin, est un salarié performant et qui va pouvoir donner le meilleur de lui-même. Voilà, alors juste quelques mots pour compléter ce qu'a dit Hervé. Donc c'est vrai que le format de la conférence a peut-être pu surprendre certains. Donc on a mis des tables parce qu'on est convaincus, Sandrine et moi, que même des sujets sérieux peuvent être abordés avec une pédagogie plus interactive, et on va voir surtout la qualité de vie au travail. C'est vraiment une démarche pluridisciplinaire et on ne travaille pas tout seul dans son coin en fait sur la QVT, sinon c'est sûr ça ne marche pas. Donc on vous a mis tout de suite en situation. C'est vrai qu'on a 2 heures ensemble, c'est quand même à la fois court et long parce qu'on a plein de choses à vous dire, mais on gardera donc vous verrez, ça sera le plus interactif possible, et on gardera aussi un temps pour les questions. Donc vraiment exprimez-vous, posez-nous toutes les questions que vous avez envie de nous poser, c'est l'occasion. Voilà. Donc l'idée c'est de vous mettre effectivement déjà en situation de démarche, de qualité de vie au travail, puisque c'est une approche, on le verra, c'est une approche obligatoirement systémique et collective, et qu'on ne peut pas décemment travailler sur la qualité de vie au travail en restant assis côte à côte sur des chaises. Il faut travailler à plusieurs, avec tous les acteurs de l'entreprise. Donc c'est ce qu'on a aussi essayé de faire ici via les ateliers, puisque vous venez d'horizons et avec des postes et des configurations complètement différentes, et donc par les échanges que vous allez avoir, vous êtes déjà
dans une logique de démarche de qualité de vie au travail. Donc c'est cette approche-là qu'on a souhaité en tout cas développer, parce que c'est comme ça qu'on l'approche nous et qu'on la développe aussi dans nos interventions en entreprise. Donc on va rester fidèle à ce que l'on pratique jusqu'à présent. OK ? Alors, pour démarrer justement, par rapport à notre programme, on va s'arrêter sur ce qu'est la QVT, de quoi parle-t-on derrière la QVT, et ça c'est important, on le verra, de parler un langage commun sur cette thématique-là, parce qu'on met beaucoup de choses derrière cette thématique-là. Bonjour. Trouvez votre table. Pic. Donc on met beaucoup de choses, donc on va essayer de voir ce qu'on a réglementairement, déjà ce qu'on a derrière cette notion-là, et de quoi parle-t-on pour pouvoir, dans l'entreprise, chez vous, après aussi être capable de vous mettre d'accord et de fédérer sur ce qu'on met derrière cette thématique-là, qui peut vite devenir un très beau fourre-tout, avec des raccourcis, des préjugés. Voilà, donc on va faire un peu le tri sur ce qu'on met derrière cette notion et les amalgames qui peuvent être faits par rapport à ça. On verra ensuite, évidemment, on est en conférence là, donc assez rapidement, mais par le jeu de l'atelier aussi, quelle démarche on peut mettre en place, parce qu'il est important justement parce que c'est vaste, la QVT, d'être très structuré si on veut que ça fonctionne. Hein, c'est une démarche qui se conduit en mode projet. Hein, donc, et pour que ça fonctionne, il est important que ça se conduise comme ça, parce que sinon le risque c'est de se disperser et de s'éparpiller dans tous les sens sur ce thème-là, et donc de perdre en efficacité et en efficience. Et puis en dernier point, évidemment comme toute démarche, ça présuppose derrière un plan d'action. Donc on verra quels sont les leviers d'action possibles pour travailler sur cette thématique-là, et qui peut vous donner ensuite des pistes de réflexion après chez vous à développer, voire comparer ou faire un point par rapport peut-être ce que vous avez déjà en place chez vous. Voilà. Donc, de quoi parle-t-on? Et là, premier atelier, puisque vous êtes par table en équipe, donc on a choisi les cartes à jouer pour vous classer en équipe. Donc là, premier atelier, vous avez dans chaque équipe une feuille de couleur, hein, la première qui est disposée sous la carte centrale. D'accord, avec un certain nombre vous avez des couleurs de stylo aussi. Donc là, l'idée de ce premier atelier, après avoir désigné entre vous un rapporteur et un gardien du temps, puisque ça va être timé à chaque fois les ateliers, vu qu'on a un timing à tenir serré, donc on va essayer de le respecter. Donc là, l'idée, c'est que vous allez échanger entre vous, donc sur chaque îlot, sur qu'est-ce que vous mettez concrètement. Bien, un maximum de mots. QVT, ça signifie quoi pour vous? Ça renvoie à quoi? Et une phrase clé, qui peut être un genre de slogan, hein, pour promouvoir la QVT en entreprise. Quelle phrase serait accrocheuse, vendeuse, pour promouvoir la QVT dans votre structure ou dans une structure d'une manière générale? OK? Est-ce que les consignes sont claires pour tout le monde? Vous aurez 4 minutes. 4 minutes. Donc c'est court, donc il va falloir écrire vite. Avec Nathalie, on gère le chrono. Voilà, donc, je gère le chrono. Je le mettrai en route une fois vraiment vous aurez pris la feuille, Vous aurez désigné votre rapporteur, voilà, et votre gardien du temps. Donc là, 2 minutes pour débriefer et nous expliquer un petit peu ce qu'il est ressorti de votre équipe. Et votre slogan. Alors, le slogan, regardons-le tout de suite, c'est comment allier le fun, allier fun, bien-être et efficacité. Ok. Qu'est-ce que vous avez mis derrière fun, voilà, qu'on comprenne bien? Je me suis mis un petit F. Il y a le plaisir. Dans les mots qu'on a jetés tous ensemble, il y a le plaisir, l'épanouissement. D'accord. Et convivialité, voilà. Le bien-être, c'est un mot qui revient et qui, derrière QVT, les bien-être, ça devient très vaste, mais le bien-être, il y a l'équilibre vie pro, vie perso, l'écoute, ouais. bienveillance, mais tout ça dans un souci quand même, dans une finalité d'efficacité individuelle et collective. Qu'on a ici repris par le terme performance ou performance-efficacité. Voilà. Très bien. Bravo. Super, bravo. Super, merci. Votre équipe,
Première chose qui est ressortie, hein, le premier mot qui est sorti, c'est vraiment le bien-être au travail. Ouais. Après, malheureusement, c'est pas le cas dans toutes les entreprises aujourd'hui. Donc c'est pour ça que nous, on n'est pas forcément partis sur le plaisir, le fun, mais vraiment voilà, sur le bien-être des salariés dans tout ce que ça peut être, donc l'harmonie, le climat social, les relations avec les managers, Ouais. l'implication de tous les acteurs, donc que ce soit les instances, la hiérarchie, les salariés, la médecine du travail également qui a son rôle à jouer là-dedans. Ouais. Donc voilà, pour éviter un maximum le stress et pour plutôt promouvoir une souplesse et une diversité en entreprise. Ok, Voilà. super, bravo. Bravo aussi, très bien. Plein de mots intéressants et super. Ouais, le bien-être des salariés, ah oui, le slogan, le bien-être des salariés au service de la performance de l'entreprise. Ils sont vraiment très différents en fonction des personnes qui les expriment. Donc notre slogan, ce sera mieux vivre ensemble, un atout pour tous. Les mots-clés, faire ensemble, comité médico-social, l'attention portée, la reconnaissance. Quand vous dites l'attention portée, c'est à quoi, sur quoi? Ok. En fait, j'imagine que vous y viendrez, on peut faire plein de choses pour l'employé ou pour... l'important, c'est de lui porter une attention. C'est aussi ce qui va le motiver. Ça rejoint la reconnaissance. La quelque reconnaissance. part. Ça rejoint. C'est le même registre. mais Même c'est registre, pas voilà. la même chose. Un peu Vous l'avez l'écoute mis d'ailleurs, aussi la peut-être. hein. Oui, on l'a mis en plus. Ouais. Parce J'ai que vu. ça, c'est plutôt du management. C'est ça. Oui, Alors que l'attention portée, elle n'est pas forcément managériale. Exactement. Activité, relaxation, facilité, crèche d'entreprise, confort au travail, bien-être qu'on retrouve, sonorisation, RPS, collaboratif, communication, le mot ensemble, oui. association sportive, équité, conciliation, vie perso, vie pro, équilibre, vie perso, vie pro. Très bien. Ok, super. Bravo. Alors nous, de notre côté, le mot bien-être est ressorti aussi en premier. L'équilibre vie pro, vie perso qui contribue à la QVT. On a associé aussi la QVT à la démarche santé-sécurité, à la prévention au sens large et surtout celle des risques psychosociaux. La nécessité d'une vigilance partagée, la déconnexion aussi qui contribue. Et puis au sens plus large, en lien avec bien-être, le bien travailler ensemble, qui nous semble fondamental. L'écoute, la bienveillance. Oui. Alors on s'est remis en mémoire le contexte de l'année 2013 sur la QVT et le fait que ce soit inscrit maintenant dans les négociations annuelles obligatoires. On a relié ça à l'épanouissement, la motivation, l'engagement, la reconnaissance comme facteur de qualité de vie au travail, le lien important avec le dialogue social, la finalité aussi de performance quand même, Et qu'on oui. ne peut oublier. Le fait que la qualité de vie au travail, elle est bien multifactorielle. Donc les RPA, j'en ai parlé. Le sens au travail aussi. La QVT, facteur de sens. Et inversement. Et le management participatif et responsabilisant. Et puis comme slogan, on a choisi la qualité de vie au travail pour un travail de qualité. Super. Bravo. Hein. Bravo. Bravo, bravo. Vous voyez finalement donc je vais d'abord vous demander comment vous avez vécu l'exercice, si vous avez des remarques quand vous voyez ces travaux qui sont affichés des différents groupes, qu'est-ce que ça peut évoquer pour vous comme remarque? Des mots qui reviennent, oui. Il y a des mots qui reviennent. Cité à chaque fois. Oui, le bien-être est cité chaque fois. Donc ça, on va en parler aussi. Il y a beaucoup de mots, donc beaucoup de sens différents potentiellement aussi. Donc on parlait de langage commun tout à l'heure, c'est important de se mettre d'accord sur ce que l'on met derrière justement l'acronyme QVT dans l'entreprise avant de démarrer quoi que ce soit. C'est de clarifier ça déjà et évidemment de savoir ce que l'on veut faire et vers où on veut aller. Et ça c'est important parce qu'on peut, vous voyez, vite partir sur des interprétations différentes entre des notions très très concrètes rattachées à la notion de travail et des notions qui relèvent du ressenti. Là, on part dans plein de directions. Donc l'intérêt, c'est effectivement de fédérer
et de s'assurer qu'on parle bien, le même langage sur cette thématique-là, qui sinon ça peut vite devenir un flou artistique et une grosse foire à tout, et qui aboutit à rien de construit véritablement. Et ça, c'est d'autant plus important, on en reparlera, mais il faut redescendre jusqu'aux collaborateurs. Hein. Donc les collaborateurs, on est dans une démarche participative. Il faut aussi, si vous voulez faire passer après le message de la communication sur ce thème-là, il faut aussi s'assurer de ce qu'ils mettent derrière cet acronyme-là, eux aussi. Donc à un moment donné, il faut les intégrer, on le verra dans la démarche. On ne peut pas faire aussi sans eux pour s'assurer qu'on va bien dans le même sens sur la même signification de cet acronyme-là. Et finalement, pour compléter ce que dit Sandrine, hein, si vous étiez en entreprise, en train de travailler sur une démarche QVT, il serait intéressant en fait de reprendre chaque mot et d'interroger en fait les personnes autour de la table sur ce qu'elles mettent derrière. Parce que je suis sûre, bon là évidemment le temps nous manque pour le faire, mais si nous nous interrogions chacun, et nous deux compris, hein, sur ce qu'on met derrière le bien-être, il y aurait des choses, je pense, extrêmement variées, diverses. Donc j'insiste encore, hein, Sandrine vous l'a dit, c'est vraiment parler un langage commun. Quand vous travaillez sur une démarche de qualité de vie au travail, la première chose à faire dans votre structure, puisque chaque structure est unique, hein, donc il n'y a pas, on va voir, il n'y a pas de recette miracle. Alors bien sûr, on verra, il y a des accords QVT, etc., dont vous pouvez vous inspirer, bien évidemment. On peut toujours aller chercher ce qui réussit dans une entreprise et voir si c'est transposable dans la structure dans laquelle on est. Néanmoins, chaque entreprise est unique, a son histoire, son passé, sa culture, etc. Et ça, c'est à prendre en compte dans la démarche QVT. Donc, il ne faut absolument pas placarder voilà, des recettes toutes faites. Ça ne marche pas, en fait, hein. Ça ne marche pas et ça ne sera pas pérenne dans le temps. Ça, c'est sûr. Pour qu'une démarche de QVT soit vraiment pérenne dans le temps, il faut vraiment qu'elle soit co-construite par les personnes de l'entreprise. Alors, encore une fois, en s'inspirant évidemment de ce qui marche ailleurs. Et chercher des idées ailleurs. Hein. Et chercher des idées ailleurs, bien évidemment. Hein. Mais on ne fait pas du copier-coller, voilà, il n'y a pas de méthodologie type. L'idée aussi, c'est de ne pas faire qu'une vitrine, c'est de faire quelque chose qui fonctionne et d'aboutir véritablement à du résultat. L'efficacité, la performance, les mots ont été cités. Derrière tout ça, on va le voir aussi, d'éviter de réduire la notion de QVT à la notion de bien-être, parce que c'est aussi souvent d'ailleurs présenté dans les médias comme ça. De réduire la notion de QVT au RPS, parce que c'est aussi réduit souvent à ça, ou réduire la QVT à un simple gadget aujourd'hui qui fait vendre, qui fait parler et qui, au final, ne fait pas forcément avancer les entreprises qui sont aussi assez perdues sur cette thématique-là, mais parce qu'elle est vaste aussi. De fait. Hein. Et nous attirons aussi votre attention sur des mots comme par exemple les valeurs et le sens. Souvent, nous intervenons en entreprise et il y a des belles chartes de valeurs qui sont effectivement affichées hein, sur les murs. Et finalement, quand on va interroger les collaborateurs, puisque finalement on fait appel à nous parce que y a des dysfonctionnements, ça ne marche pas complètement comme ils voudraient que ça fonctionne. Et quand on regarde en fait les chartes de valeurs, et alors tout ça c'est bien affiché, mais c'est juste un affichage et en fait concrètement dans les situations quotidiennes de travail elles ne sont pas partagées. Donc ça encore une fois c'est pareil, les chartes de valeurs en entreprise pour que ce soit efficace bien évidemment l'idéal c'est de co-construire avec les collaborateurs et que ce ne soit pas une charte de valeurs en fait qui vient de la direction d'en haut et qui finalement n'est pas partagée, parce que quand c'est pas partagé en fait ça ne marche pas. En tout cas, c'est ce qui ressort de nos expériences en entreprise. Et il peut y avoir une charte de valeurs client affichée par rapport à la relation client et une charte de valeurs avec, évidemment, interne, avec les collaborateurs. Ce ne sont pas forcément les mêmes valeurs. Donc c'est important, quand on travaille, et la porte d'entrée des valeurs est très intéressante parce qu'on peut travailler, aller sur le thème de la qualité de vie au travail, justement en démarrant sur la thématique des valeurs partagées. Déjà, ça fédère et ça peut être une excellente porte d'entrée ensuite pour travailler sur quelle démarche on veut, qui serait appropriée chez nous, qui nous correspondrait bien, qui correspondrait à ces valeurs et qui donnerait du sens. Parce qu'on va le voir qu'effectivement, il faut donner du sens. Déjà, l'humain a besoin de donner du sens à ce qu'il fait, basiquement. Et donc, à plus forte raison aussi quand il travaille. Et là, dans cette logique-là, il est important aussi de donner du sens à la démarche.
Ouais. Voilà. Si on veut faire autre chose, justement, qu'une superbe vitrine. Voilà. Et on verra, pour compléter ce que tu dis aussi, c'est qu'il y a différentes portes d'entrée pour entamer une démarche de qualité de vie au travail. Hein. On en a un peu parlé, les valeurs. Ça peut être aussi la prévention des risques psychosociaux, hein, puisque maintenant c'est une obligation légale pour l'employeur. Ça, on aura l'occasion d'en dire un mot. Si vous voulez, la qualité de vie au travail, en fait, il y a différentes portes d'entrée. Après, c'est en fonction de chaque structure, par où on rentre. Quelle est la plus judicieuse? Voilà, quelle est la plus judicieuse et qu'est-ce qui a le plus de chances de fonctionner pour vous? Et aujourd'hui, il y a une certaine saturation sur les RPS, parce que c'est un acronyme qu'on entend depuis très longtemps, qui a aussi été testé dans les entreprises en termes d'approche et qui n'a pas forcément bien fonctionné ou bien pris ou fait peur, et peut être anxiogène aussi parce que c'est une approche évidemment par le risque, donc qui est plus négative. Là, on est sur une approche qui est évidemment connotée positive, puisque vous êtes sur une logique de qualitatif, forcément. Donc ça peut être intéressant quand on a épuisé les portes d'entrée côté prévention des risques, de rentrer non plus par la porte mais par une fenêtre qui est une fenêtre plus positive qui est la qualité de vie au travail. Et qui vous permettra de travailler sur les RPS, mais indirectement en fait. Voilà. On rencontre beaucoup d'entreprises pour qui, par exemple, les RPS, ça fait vraiment peur. Et en fait, quand on travaille avec ces entreprises sur la démarche qualité de vie au travail, elles s'aperçoivent qu'au fil de la démarche, elles sont obligées de travailler quand même sur la prévention des risques psychosociaux. Et elles l'ont réalisé en fait sans prendre cette porte d'entrée-là qui leur faisait peur. Oh là là, non, mais il n'y a pas de RPS chez nous. Juste une petite précision, hein, potentiellement, dès que 2 personnes travaillent ensemble, il y a potentiellement un RPS. Hein, souvent, on l'oublie, quelquefois les entreprises. Oh là là, non, RPS, il n'y a pas de ça chez nous. Potentiellement, dès que 2 personnes travaillent ensemble. À partir de 2, on est un groupe. Voilà. Donc des tensions sont possibles. Voilà. Donc à partir de là. Et elles font partie de la vie aussi. Elles font partie de nos relations humaines, c'est ça. La vie professionnelle. Ok, alors justement, qu'est-ce qu'on met derrière ça? Là, on va dire un petit rappel réglementaire, si tant est, puisque c'est, on va dire réglementairement en tant que tel dans le Code du travail, on n'a pas grand-chose, hein, mais on va voir qu'il y a quand même eu un peu de texte là-dessus, et là, ça commence à prendre de l'ampleur. Donc, qu'est-ce qu'on met derrière ce concept? Et c'est cet acronyme de QVT. Donc, c'est un concept anglo-saxon qui date des années 70, donc c'est pas récent, mais je dirais que chez nous, on a vraiment donné de l'ampleur à cette thématique-là, évidemment, en 2013, avec l'accord, avec l'ANI, l'accord national interprofessionnel sur la QVT et l'égalité professionnelle, c'est son intitulé de départ. Avec les partenaires sociaux, c'est en fait l'ANACT, l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail, dont c'est vraiment le cheval de bataille, la qualité de vie au travail et les conditions de travail, et donc qui a lancé cette thématique-là en 2013, qui a abouti à un accord, avec la particularité que cet accord n'est pas obligatoire en termes d'obligation de faire, donc les entreprises y sont plus ou moins intéressées de très très loin ou pas. La loi Rebsamen de 2015 est venue compléter, ça a été cité tout à l'heure sur le dernier groupe, qui effectivement, là, ANI et NAO, le lien a été fait entre QVT et obligation de négocier. La loi Rebsamen ne reprend pas l'accord en tant que tel, mais relie la qualité de vie au travail à l'obligation pour l'entreprise de négocier, d'avoir un accord de méthode concrètement sur cette thématique-là. Alors évidemment, aujourd'hui, beaucoup de choses se passent au niveau des branches. Si on a une branche proactive sur la thématique, ça aide. Si on n'a pas une branche proactive sur la thématique, il faut s'y coller en interne et en passant par des accords, pour le coup, avec les partenaires sociaux beaucoup plus localement, ce qui est tout aussi intéressant, parce que la difficulté des accords de branche, c'est que ça peut être très très large, ça peut être très vaste, aussi en porte d'entrée, ça va vous obliger de toute façon, quoi qu'il arrive, à travailler et à refermer l'entonnoir chez vous pour travailler plus précisément quand même sur ce qui se passe aussi chez vous sur cette thématique-là. Et on a le plan, le PST 2016-2020, le plan santé au travail, qui est co-construit, c'est un travail collectif entre le ministère du Travail et les partenaires sociaux notamment, le Conseil supérieur de prévention des risques, le Conseil d'orientation des conditions de travail et un certain nombre de ministères qui travaillent à ce plan à 4 ans régulièrement, et dont on va le voir là sur un slide suivant, un des axes stratégiques, c'est la qualité de vie au travail. Donc là, des pratiques diverses et variées d'un pays à l'autre, on n'est pas alors là, loin d'être en harmonie sur cette thématique-là d'un pays à l'autre. Les pratiques anglo-saxonnes avec des pratiques très très normatives.
dans un cadre aussi multidisciplinaire. Et nous, nos pratiques, on est plus dans une approche individuelle de la notion de qualité de vie au travail, avec la médecine du travail, aujourd'hui dans notre système français en tout cas, qui est encore très présent dans notre système et qu'on a tendance d'ailleurs à retrouver de manière assez systématique dans les démarches de prévention, notamment du risque psychosocial. Et dans les autres pays, eh bien, on constate qu'on peut être sur des approches très très différentes, en sachant que les pays nordiques, il y a des pays qui sont, pays nordiques, le Canada aussi, sont des pays qui sont très très avancés sur ces thématiques-là, beaucoup plus que nous en tout cas, mais ils sont vecteurs de très très bonnes idées. Ça peut être intéressant. Alors c'est pas forcément transposable parce qu'il y a le phénomène culturel quand même, mais il y a de très très bonnes idées à éventuellement prendre dans ces pays qui ont travaillé aussi sur ces questions-là, et notamment sur la notion, on va dire, plus large de bien-être au travail. Alors l'accord national interprofessionnel du 19 juin 2013, que vous devez connaître, je suppose, qui avait été conclu donc pour 3 ans, hein, donc il est arrivé à son terme entre guillemets en juin 2016, d'où l'intervention de la loi Rebsamen pour essayer de pérenniser cette approche-là. Il donne une définition, en tout cas une tentative d'approche de ce qu'est la QVT, en évoquant la notion de sentiment de bien-être qu'on va retrouver, hein, qu'on a retrouvé partout là, dans vos ateliers. Alors perçu collectivement et individuellement, ça c'est intéressant parce qu'effectivement on est dans une approche collective tout en travaillant sur de l'individuel. Et donc il faut intégrer ces deux approches-là. La notion d'ambiance au travail, de culture d'entreprise, comme l'a dit Nathalie, l'intérêt au travail, qui rejoint la notion aussi de sens, les conditions de travail, le sentiment d'implication, le degré d'autonomie et de responsabilisation, des tas de choses qu'on retrouve dans vos fiches. L'égalité, un droit à l'erreur accordé à chacun, une reconnaissance et une valorisation du travail effectué. Ils ont ratissé quand même très très large dans cette approche, donc basée sur une organisation du travail à la fois conciliant les modalités d'amélioration des conditions de travail et de vie, et la fameuse performance collective de l'entreprise. Et on est resté, et on est encore dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui sur des notions de performance individuelle. La qualité de vie au travail tend à remettre l'élément humain au cœur du système, au cœur de l'organisation, et de partir sur une performance collective, qui n'empêche absolument pas la performance individuelle, bien évidemment. Mais si on veut développer, et pour le coup développer cette performance collective, va falloir aller chercher l'engagement de chacun, et donc ça passe aussi par de la performance individuelle et de l'engagement individuel, si on veut être dans cette approche collective. Et donc là, l'ANACT fait le lien avec la RSE, hein, la responsabilité sociale de l'entreprise, c'est un thème phare aussi dont on parle beaucoup depuis quelques années. C'est vrai qu'on met aussi beaucoup de choses derrière la RSE, et selon les entreprises, les approches sont diverses et variées, mais c'est un élément, la QVT est un élément de la responsabilité, la RSE dans les entreprises aujourd'hui. On ne peut pas parler RSE sans parler QVT. Donc ça peut être intéressant, si vous avez déjà travaillé depuis quelques années sur la RSE, de voir ce qui a déjà été fait, parce que vous avez, peut-être sans le savoir, déjà travaillé sur la thématique de la QVT. Donc plutôt que de se disperser, parce que c'est la grosse problématique sur ces sujets-là, c'est qu'on fait ou on conduit des projets à droite à gauche sur tout un tas de thématiques, on demande aux gens beaucoup de s'impliquer, mais à un moment donné, on ne les compile pas. Par contre, on empile énormément de choses, mais on ne les exploite pas, on les compile pas pour arriver à optimiser aussi le travail qui a été fait, et surtout, là encore, donner du sens. Parce qu'on donne l'impression aux collaborateurs de travailler sur plein de choses en même temps, mais au final, ça donne quoi? On a envie de dire, et donc, et vous avez beaucoup de collaborateurs qui vous disent, ouais, à Arsin, on a fait plein de groupes de travail, mais on ne sait pas trop à quoi ça sert, on ne sait pas trop ce qui ressort de ça, puis pourquoi on le fait, dans quel intérêt on le fait. Donc c'est aussi avoir, cette QVT permet, c'était la vision de l'ANACT aussi à cette époque-là, et c'est toujours le cas aujourd'hui, d'éviter cet empilement et cette strate de texte-là pour avoir une vision globale de cette thématique-là et de l'optimiser au final au service de la performance. Donc les éléments clés de l'ANI, hein, il y a quatre thématiques, donc c'est large, c'est ce qui aussi fait peur aussi aux entreprises aujourd'hui parce que ça part aussi sur beaucoup de thématiques. Vous allez retrouver tout ce qui est, il y a des mots qu'on va retrouver là, la qualité de l'engagement, parce que la QVT passe par la qualité de l'engagement à tous les niveaux, la qualité de l'information partagée, la qualité des relations sociales et du travail, la qualité du contenu du travail, la qualité de l'environnement physique, la qualité de l'organisation, les possibilités de réalisation et de développement personnel, c'est l'épanouissement ici, et la possibilité évidemment de concilier vie pro, vie perso, que vous retrouvez en tout cas dans la présentation de l'ANI. On est parti sur ces 8 axes clés pour donner en fait des pistes
d'orientation et de travail, et suite aussi aux analyses qui ont été faites, et qui démontrent qu'aujourd'hui, quand on combine ces axes-là, on travaille efficacement, en tout cas, sur cette approche-là. Donc là, on a parlé déjà de l'ANI, la loi Rebsamen, en fait, qui s'inscrit dans la rénovation du dialogue social, d'ailleurs repris dans la loi travail derrière, et on est dans la continuité. Et a priori, le programme Macron est aussi dans faire perdurer cette logique-là. Donc on va être beaucoup dans cette logique de dialogue social, et donc de travailler sur des accords de méthode. Et là, effectivement, le côté innovant, c'est d'intégrer cette approche de la QVT dans ces négociations-là. Quand on voit toutes les thématiques que cela recouvre, il y a des tas de choses que vous avez déjà probablement travaillé soit par obligation ou par choix. La GPEC, les seniors, la pénibilité, l'égalité homme-femme, ce sont des thématiques qui existent déjà dans les entreprises. On fait déjà des choses, on ne fait pas rien. Et toutes ces thématiques-là, elles rentrent dans la QVT. Donc vous avez déjà des choses en place. Donc ce qui est intéressant après, quand on se focalise sur cette démarche, c'est d'aller déjà rechercher tout ce qui est fait, l'existant. Partir déjà sur ce qui est fait plutôt que de recommencer ou de refaire des choses qui existent déjà. Et qui, pour le coup, aussi font perdre du sens aussi par rapport aux collaborateurs derrière, si vous leur demandez à nouveau de retravailler sur des thématiques sur lesquelles ils ont déjà participé ou travaillé ou apporté des idées. Et de voir où on en est, parce que partir sur la base de l'existant, c'est faire un état des lieux aussi sur ce qu'on a fait, où on en est, et de voir si ce qu'on a fait fonctionne, si ce qu'on a fait, on doit le compléter, ou si ce qu'on a fait, il faut revoir ça par une autre approche. Donc c'est une approche systémique, hein, on est dans l'entreprise, c'est un système. Et on est tous un maillon du système. Et on voit bien d'ailleurs quand il y a un grain de sable dans l'engrenage du système, ça peut coincer. Et donc la QVT, c'est nécessairement une approche systémique. Et donc l'objectif étant d'éviter de vous éparpiller via des thématiques diverses et variées, et pour le coup très cloisonnées, en tout cas vues de l'extérieur, mais qui ont du sens quand on les regroupe ensemble et qui peuvent pour le coup donner aussi de l'ampleur à la démarche. Je ne m'étends pas là-dessus, vous l'avez dit, c'est intégré, vous avez employé le terme de NAO, les négociations annuelles, avec le périmètre qui est passé de 12 à 3 grandes thématiques, et notre thématique QVT, elle est ici, hein, négociations sur l'égalité homme-femme et la qualité de vie au travail, avec un certain nombre de sujets, et on va retrouver ici la QVT avec la pénibilité. Donc tout ça sont des sujets, il n'y a rien de... Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de nouveauté sous le soleil, quoi, clair, quelque part. En revanche, la nouveauté, c'est qu'effectivement, c'est comment on aborde cette thématique-là de la QVT. Parce que tous les autres sujets beaucoup plus spécifiques, pour beaucoup, ont déjà été travaillés dans les entreprises, ou ont déjà donné lieu à des accords, éventuellement aussi. Donc le plan santé au travail, le voilà, et donc l'axe 2, il est là, sur notre qualité de vie au travail. C'est le premier plan santé au travail intéressant, au sens que c'est le premier plan santé au travail orienté prévention. Par rapport aux autres plans santé au travail précédents, on met l'accent sur la prévention primaire. 3 niveaux de prévention en prévention des risques, hein, juste pour mémoire. Prévention primaire, secondaire et tertiaire. La prévention, on fait beaucoup aujourd'hui de prévention secondaire et tertiaire. Les préventions secondaires et tertiaires étant les actions de prévention centrées sur les individus. La tertiaire étant l'aide à l'individu, donc, qui peut passer par la médecine du travail, une assistante sociale, des personnes ressources. La prévention secondaire étant la prévention via les individus, mais plutôt dans une approche de protection collective. Et là, on a beaucoup souvent les formations, hein, ce genre d'action dans la prévention secondaire. Et la prévention primaire, qui celle aujourd'hui est la plus compliquée pour l'entreprise d'aller sur ce terrain-là, c'est la prévention sur l'organisation, c'est le travail de fond. C'est-à-dire concrètement, qu'est-ce qui aujourd'hui dysfonctionne dans mon organisation et est susceptible d'entraîner aujourd'hui des problématiques sur mes collaborateurs ou envers mes collaborateurs. Et ça implique, c'est sur cette prévention-là qu'aujourd'hui on demande aux entreprises de se remettre en question. Évidemment, c'est celle sur laquelle on a le plus de difficultés à aller, parce que on touche au cœur du problème, et qui est l'organisation. C'est plus facile aujourd'hui de dire que c'est un individu qui a un problème que de dire que c'est mon organisation qui dysfonctionne. Le raccourci est vite fait. Et aujourd'hui, dans beaucoup de plans d'action que l'on retrouve dans les documents uniques, on s'aperçoit qu'on a beaucoup d'actions en prévention secondaire et tertiaire. Mais très peu au final de prévention primaire. Et donc le plan santé au travail met l'accent justement, et c'est le premier vraiment qui recentre là-dessus, sur l'axe 1 qui est la prévention primaire. Et donc
dans la droite ligne là-dessus, puisque Nathalie l'a dit, quand vous travaillez sur la QVT et vice-versa, vous contribuez à travailler sur la logique de prévention des risques. C'est pour ça que les deux axes sont évidemment en corollaire. Et quand vous travaillez via le prisme du risque psychosocial, forcément, vous contribuez aussi à améliorer la qualité de vie au travail. Il faut simplement avoir en tête que le risque psychosocial, on prévient le risque psychosocial, on fait de la prévention. Une démarche de prévention, on ne fait pas de la prévention de la QVT. On fait l'amélioration de la QVT. Mais après, la QVT ne se prévient pas, elle s'améliore. D'accord ? Et elle passe par la case prévention. Et donc par le niveau, et le plus, je dirais, pour avoir une démarche de fond avec une approche durable, pérenne, c'est la prévention primaire. Donc ça passe par, à un moment donné, aller s'interroger si notre organisation elle est adaptée, si notre environnement fonctionne, si en termes de travail attendu, de travail prescrit, de travail réel, toutes ces dimensions-là qu'on retrouve en prévention, ça colle et que ça permet derrière, nécessairement, toutes ces questions-là permettent d'améliorer la qualité de vie au travail. Et bien sûr, on retrouve ici, dans la logique de la loi Rebsamen, le dialogue social et le côté pluridisciplinaire, puisqu'on est aujourd'hui sur une démarche qui nécessairement ne se travaille pas seule. Donc c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui l'accent est mis là-dessus, et donc concrètement, même s'il n'y a pas une obligation véritablement derrière le PST, ça donne les grandes orientations au niveau réglementaire, législatif derrière. Les deux axes de travail sont quand même la prévention et la QVT aujourd'hui. Voilà. Donc, ne pas réduire la QVT à la simple notion de bien-être. Le bien-être est revenu dans toutes vos fiches. Mais parce qu'aussi, on est aussi pollué beaucoup par les médias qui ont tendance à réduire ça justement au bien-être. J'ai en tête une interview d'un DRH dernièrement à la radio là-dessus, et on l'interrogeait sur ce qu'il faisait pour ses salariés en termes de QVT. Et il dit, je ne comprends pas, j'ai mis déjà une crèche en place, ils ont une conciergerie, ils ont des massages pour les pieds entre midi et 2. Je ne comprends pas, ça ne marche pas, quoi. Bah oui, mais c'est pas que ça, voilà. Ça y contribue, évidemment, ça contribue à se sentir bien, et c'est quand même plus confortable, mais ça n'est pas que ça. Et si on réduit qu'à ça, il ne faut pas s'étonner si ça ne marche pas. Voilà. Et cette personne-là, comment... Là, vous employez un verbe important qui est le mesurer, parce que derrière tout ça, on verra que comme c'est une démarche construite, il faut des indicateurs, il faut de toute façon mesurer tout ça. Par exemple, l'absentéisme peut être un indicateur important si, par exemple, l'entreprise dit tiens, je mets le baby-foot ou je mets des massages, etc. Et puis qu'elle se rend compte que finalement, le taux d'absentéisme, non seulement il est resté au même niveau, voire même il a augmenté, c'est qu'il y a quelque chose quand même qui potentiellement... Alors, il y a différents indicateurs, mais on peut assez facilement mesurer quand même l'impact. Des salariés qui vont relativement bien, ça se voit dans l'organisation du travail, dans l'observation des équipes. Il suffit d'observer. Alors après, on observe aussi souvent que ce qu'on veut voir, et Exactement. Quelquefois, on ne voit pas ce qu'on ne veut pas voir. Vous savez bien, tous les biais qui existent, donc ça vaut aussi pour l'entreprise. Mais objectivement, voilà, quand on travaille sur l'organisation réelle du travail, c'est l'approche de l'ANACT auquel on a été formés toutes les deux, il suffit d'aller voir au sein de l'entreprise l'organisation réelle du travail, en fait, comment ça se passe, et très très vite, on voit comment ça se passe, il suffit d'observer, on parle, c'est même pas la peine de parler parfois, il suffit juste d'observer. Donc ça, c'est important d'avoir ça en tête. Ça, par contre, c'est un mot qui fédère, qui plaît, qui est positif. Alors sans être sur du bien-être, on emploie aussi souvent, on entend souvent le mieux-être, ce qui est un peu moins ambitieux que le bien-être, mais qui peut être une démarche justement on tend à, qui en général, ce sont des mots de toute façon qui fédèrent, donc autant s'appuyer dessus, mais attention clairement de savoir ce qu'on met derrière tout ça et de se dire que ça n'est pas que ça. Et si on devait, en fait, schématiquement par rapport à ce qu'on a vu là, un petit schéma ici qu'on vous a fait là pour vous expliquer ce qu'était, à quoi peut se résumer en fait la QVT si on veut avoir une démarche complète. Le bien-être, il est là, c'est-à-dire que c'est mieux-être au travail, c'est la relation ici à soi.
Et évidemment, c'est très important de se sentir bien, indépendamment de son travail et dans son travail. Vu le temps qu'on passe au travail, il vaut mieux s'y sentir bien quand même. Donc tout ce que l'employeur pourra amener sur ce périmètre-là, évidemment, c'est intéressant. Mais ça n'est pas que ça, c'est aussi 2 autres sphères. On les a regroupées comme ça en tout cas. Le mieux travailler, c'est super important. Et voilà, la prévention entre guillemets primaire, elle est là. C'est la relation qu'on a au travail, à la valeur travail. Et donc là, c'est l'organisation, ça passe par l'environnement, les conditions de travail. Là, c'est le fond. Et le mieux communiquer, puisqu'on est dans des relations interpersonnelles, c'est un système avec des gens qui travaillent. Et là, c'est important dans la relation aux autres aussi de voir comment ça fonctionne. La QVT, c'est l'alliance des 3 périmètres. Quand vous travaillez sur ces 3 périmètres-là, alors en y intégrant ou pas les axes préconisés par l'ANAC, peu importe, mais vous contribuez ici à déclencher ce fameux cercle vertueux de la performance. À partir du moment où vous avez des collaborateurs qui se sentent bien, qui aiment venir travailler, qu'on la banane tous les matins, on en prend soin aussi dans l'entreprise par tout un tas d'actions perfectibles. Ils travaillent dans des conditions, dans une organisation de travail adaptée qui leur permet vraiment d'effectuer le travail qu'on attend d'eux, dans les meilleures conditions. Et derrière, il y a une bonne communication, de la transparence, communication ascendante, descendante, une stratégie affichée et partagée. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et aujourd'hui, une entreprise qui a tout compris et qui devrait tendre à ça et travailler, si elle veut en tout cas tendre à une performance durable et globale et une performance collective, travailler sur ces 3 sphères. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on nous présente souvent cette sphère-là, mais on oublie les 2 autres. Et attention aussi, on tend vers ça, parce que tel qu'on présente ça, ça pourrait paraître un peu... C'est pas le monde des bisounours, le monde de l'entreprise. Hein. On n'est pas tous à s'aimer, à bien travailler, à communiquer parfaitement, etc. Ça serait vraiment illusoire. Hein. Mais on tend vers ça, en tout cas. Et puis, alors après, ça nous éloignerait de notre sujet, mais... moi, je suis convaincue que les conflits ont quelque chose de sain. Hein. Quelquefois, dans les entreprises, on entend non, mais il ne faut pas de conflit, il faut que tout le monde s'entende bien, etc. Le conflit, il peut être sain, hein, à condition qu'il puisse être s'exprimer et être géré correctement et accompagné. C'est plutôt sain, hein, parce que ça veut dire de la vie normale, des relations. C'est le mieux communiquer, hein. Humaines entre les personnes, hein, mais... parce qu'il y a des entreprises parfois aussi qui sont réticentes à travailler sur la qualité de vie au travail et qui pensent que si elles travaillent sur la QVT, oh là là, c'est le monde idéal, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, c'est pas comme ça, hein, la réalité. C'est présenté aussi d'ailleurs comme souvent étant l'approche des startups un peu illuminées, entreprises libérées. Et ces modèles-là fonctionnent. Enfin, ils sont nouveaux dans notre culture à nous. Pour ceux qui se mettent en place, ils sont intéressants à observer justement et dans leur fonctionnement, on voit qu'il y a quand même des résultats. Mais la QVT, c'est pas non plus quelques illuminés qui ont des idées aussi sur la façon de travailler ensemble. C'est applicable, mais ça sous-entend aussi d'aller objectivement mettre sur la table et se poser les vraies questions et d'aborder les vrais sujets. Voilà, plutôt que de rester sur des sujets de surface qui ne concernent que les individus. Et les vrais sujets de fond, ils sont souvent sur le mieux travailler, évidemment ensemble, et les problématiques de communication. Mais comme le dit Nathalie, qu'on aura toujours entre êtres humains, c'est normal. Il y a un mot que vous avez dans un groupe mentionné qui est très important aussi, c'est la diversité. Hein. La diversité, c'est la complémentarité aussi. Hein. Si on fait travailler des gens ensemble qui se ressemblent trop, en fait, on a des clones. Moi, je suis convaincue, et je crois Sandrine aussi, que la richesse, elle vient de la diversité. Hein. Et donc, quand on arrive à prendre en fait les compétences de chacun, hein, dans leur complémentarité, on a bien vu là dans l'exercice qu'on a fait tout à l'heure, hein, vous ne vous connaissiez pas et finalement, il y a une espèce d'émulation, l'intelligence collective qui se met en place pour produire en 4 minutes... voyez ça. Voilà. La diversité et la différence. Accepter aussi de travailler avec des gens différents de soi, de recruter des gens aussi qui ne viennent pas forcément du même tiroir et qui peuvent apporter pour le coup un éclairage, une vision, une perception des choses différentes aussi et qui contribuent à avoir beaucoup plus de richesse aussi dans l'entreprise. Et ça suppose une certaine humilité du coup. Parce que accepter finalement de recruter quelqu'un qui ne voit pas le monde comme soi,
quelqu'un qui est différent, ben, ça implique une certaine humilité de se dire que ben, y aura peut-être de la contradiction, mais ça sera constructif pour justement la performance de l'entreprise, pour la faire grandir. Hein. Et il n'y a pas un monde meilleur que l'autre. Non. Donc le bien-être au travail étant donc une question d'équilibre, hein, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui se décrète, alors on a tous notre perception derrière ce mot-là. Il faut qu'il y ait effectivement des actions, des pratiques, et ça présuppose, on l'a déjà dit, hein, mais on le rappelle, le langage commun derrière cette thématique-là. Donc là, concrètement, vous retrouvez ici, d'une manière un peu différente aussi, la notion de qualité de vie au travail, qui permet la qualité du travail, parce que ça, c'est important de lier les deux, hein, c'est Yves Clos qui a lié les deux, mais la qualité de vie au travail et la qualité du travail, c'est indissociable. Et donc, ça passe par une gestion du personnel de terrain et anticipative, les fameux RH, dont on dit où de plus en plus le H tend à disparaître et on a souvent de la gestion de ressources. Hein, l'humain sort de ça, donc c'est important d'avoir une bonne approche de gestion du personnel, un dialogue social constructif, de toute façon sur une démarche qualité de vie au travail. Si vous n'êtes pas dans une approche, ou en tout cas si vous n'avez pas envie d'être dans une approche partagée, concertée, ça ne fonctionnera pas. Voilà, ça ne sera qu'éventuellement une vitrine qui vient d'en haut, mais qui ne sera pas forcément en plus comprise d'en bas et qui n'aura pas d'efficacité par rapport à ça. Une politique de prévention, on retrouve la prévention de toute façon ici, ça passe obligatoirement par la prévention. Et là, vous avez vos 3 niveaux de prévention, hein, la prévention primaire, la prévention tertiaire et la prévention secondaire. Là, une direction et un management professionnalisé, sensibilisé, ça, on n'aura de cesse de le dire qu'il faut impliquer l'ensemble des collaborateurs dans l'entreprise et la ligne managériale et notamment le middle management, indépendamment de la direction c'est une démarche qui doit être portée évidemment par la direction, indépendamment du côté responsabilité civile et pénale, mais au-delà de ça, il faut qu'il y ait une vraie volonté et l'envie de mettre ça en place, l'envie aussi de travailler avec ses collaborateurs là-dessus, donc c'est le préalable de départ, et derrière ça, évidemment, porté par le middle management, donc ça veut dire les impliquer et ça donne aussi du sens, que ça fasse sens aussi pour eux. Et donc on leur donne évidemment accessoirement les moyens de bien faire aussi leur travail. Et pas uniquement une bonne formation au management ou à la gestion de conflits. Si vous les remettez dans un contexte où de toute façon on n'a pas réglé le problème de fond, ils continueront à pas bien aller derrière. Donc tout ça contribue à une performance sociale et durable. Le petit disque ici de la QVT, où là vous retrouvez des mots phares aussi. Tout ça sont différents, ça vous donne différents angles pour éventuellement aussi structurer vos discussions, vos accords, vos approches. L'organisation du travail, l'environnement, les conditions de travail, le développement personnel et professionnel et les relations interpersonnelles. On retrouve ici peu ou prou nos différentes sphères. La notion avec le lien avec les RPS, ça c'est important parce qu'on ne peut pas décemment parler QVT sans parler RPS. Donc là je vais directement sur mon petit schéma ici. C'est-à-dire que l'urgence et l'obligation légale veut qu'aujourd'hui on travaille sur la prévention des risques. On n'a pas le choix. Depuis 2001, en plus, c'est tracé dans ce qu'on appelle le document unique. Donc aujourd'hui, l'employeur doit apporter la preuve qu'il travaille sur ce risque-là, au même titre que n'importe quel autre risque. Le risque psychosocial n'étant pas un risque supérieur aux autres. C'est un risque professionnel parmi les autres. Il faut le désacraliser aussi, ce risque-là, parce qu'on a tendance à le mettre un peu en marge ou s'en faire tout un monde. Et derrière le risque psychosocial, il y a bien sûr les troubles psychosociaux. Donc ça, c'est important d'avoir ça en tête. Et donc l'urgence étant de travailler en prévention, et ça, c'est non-stop. Dès qu'il se passe quelque chose dans l'entreprise, de toute façon, on est dans cette approche de prévention, avec une démarche, un diagnostic, un plan d'action, avec les 3 niveaux de prévention. À partir du moment où on a travaillé là-dessus, de toute façon, vous contribuez à travailler sur votre qualité de vie au travail en termes d'amélioration. Et là, vous retrouvez ici, qui s'inscrit plus dans du long terme, moins dans l'urgence, mais dans l'importance d'avoir ça en tête, parce qu'on tend à ça. En tout cas, une entreprise saine et qui veut avoir des résultats et être performante, elle tend à ça. Et donc, elle passe par, évidemment, ces étapes-là. Donc, les 2 périmètres sont indissociables. Après, tout dépend quelle porte d'entrée vous choisissez pour travailler sur ces sujets-là. Voilà. Donc si vous avez déjà travaillé sur les RPS, vous avez déjà de toute façon travaillé à contribuer ou à améliorer la QVT. Donc c'est intéressant de regarder vos plans d'action déjà sur cette thématique-là. Et ça peut être intéressant après d'élargir sur les autres thématiques qui ne sont pas forcément RPS, comme les seniors, l'égalité homme-femme. On a vu dans les différents axes pour voir après ensuite comment on peut présenter ça dans une approche plus globale pour que ça soit aussi vendeur auprès des collaborateurs. Ok, donc justement, on va voir cette démarche.
Des questions sur cette petite présentation, on va dire, réglementaire, pas légale, parce que dans le Code du travail, vous ne trouverez rien sur la QVT. Vous trouverez juste la référence au fait que l'employeur doit veiller à la santé, à la sécurité, et notamment à la santé physique et mentale de ses collaborateurs, accessoirement, comme si le mental était dissocié du reste. C'est la référence ici. En dehors de ça, effectivement, vous avez vu, on n'a quand même pas énormément de textes. Il y a beaucoup de prose, hein. Par contre, on écrit beaucoup sur ces sujets-là, mais il n'y a pas de texte en tant que tel qui vous aide aujourd'hui, ou vous structure, ou vous apporte des billes, mais parce qu'il y a une volonté aussi de ne pas trop vous amener du clé en main. Parce que le clé en main, c'est du copier-coller après. Et on sait ce que ça donne, ce n'est pas quelque chose qui est forcément adaptable ou transposable. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas de bien ou pas bien, il y a des démarches, il y a des choses qui sont faites, elles sont faites, c'est l'existant et il n'y a pas de bien ou pas bien. Voilà, on prend ce qu'on a et on peut toujours de toute façon s'améliorer. Ça c'est le principe de base. Ok, on avance ? Pas de Sur notre questions ? démarche ? Pas de questions ? Alors on avance. Deuxième atelier. Deuxième atelier. Donc vous avez à nouveau là une feuille de paperboard un peu plus large sur votre table. Et là, à nouveau, vous allez retravailler ensemble. Là, selon vous, là, vous allez poser sur le paperboard comme vous voulez. Là, soyez créatifs. Hein. Quels sont les critères des critères d'une démarche d'amélioration de la QVT, hein, comment, selon vous, une démarche peut fonctionner, avec les critères en termes de fond, de forme, hein, comme vous le voyez ou vous le percevez, pour que la démarche soit efficace et réussie. Donc ça passe par quoi? Comment vous voyez la démarche d'amélioration de la QVT? Si toutefois vous en avez déjà une dans votre entreprise, vous échangez là-dessus. Vous structurez ça sur le paperboard comme vous voulez. Et là, vous avez 9 minutes pour tout ça. OK? Donc pareil, gardien du temps dans chaque groupe. Et donc, c'est parti! On est parti d'abord en listant toutes les idées, puis après on Oui. les a un peu structurées. Donc ce qu'on se dit pour qu'un projet QVT réussisse, ça doit être d'abord porté par la direction générale. Mhm. Ça ne peut pas fonctionner si ce n'est pas un projet de l'entreprise. Oui. Il faut ensuite partir du diagnostic existant. Oui. Travailler en mode projet, ça veut dire un aspect important de communication qui doit se faire tout au long du projet. Oui. Ça veut dire impliquer des acteurs différents. Donc dans les acteurs, on a listé évidemment la DG, la RH, les managers, les IRP, les salariés, la médecine du travail, des experts extérieurs et les acteurs de la prévention. Donc ça, c'est tous les acteurs qui vont devoir contribuer à ce projet. Ça veut dire définir clairement les objectifs qu'on se fixe dans la volonté de mettre en place la qualité de vie au travail. Parce qu'on a vu qu'on pouvait faire plein de choses, donc il faut bien cadrer les objectifs. Et ensuite, mettre en place des actions concrètes, c'est-à-dire que QVT, ça ne peut pas être juste des textes qu'on affiche, juste des modules de formation qu'on fait, par exemple. Il faut qu'il y ait des actions concrètes qui soient mises en place. Derrière ça, évidemment, des indicateurs de mesure pour mesurer l'efficacité de ce qui a été construit. Et puis, en permanence, des retours d'expérience et mise en place d'amélioration continue. Donc voilà, donc ça pour nous, c'est ce qui... Super, bravo. Je crois qu'on peut les Super, applaudir. on peut applaudir, hein. Super, Et ils peuvent s'applaudir aussi. super. Autre équipe? Je crois que vous vouliez venir. Alors nous, on s'est dit que déjà, il fallait prendre en compte l'entreprise, donc la taille de l'entreprise et la nature de l'entreprise. Donc si c'est un milieu bancaire, associatif, bien sûr, ça va varier. Donc en fonction de ça, donc il y a déjà une démarche d'écoute. Donc ça peut être à travers des questionnaires, à travers des entretiens. Donc c'est plutôt le meilleur peut-être, c'est d'allier une démarche quantitative et qualitative. Donc quantitative peut-être à travers les questionnaires, ce genre de choses. Et qualitative plutôt les entretiens de groupe ou les entretiens individuels. Ensuite, voilà, la clé, on va dire, c'est vraiment que
Il faut qu'il y ait une implication des collaborateurs, donc sur base de volontariat, parce qu'on ne peut pas forcer les gens à être dans une démarche QVT, c'est pas possible. S'ils ne sont pas engagés dedans, il ne se passera rien. Donc vraiment, voilà, et ça passe aussi par la communication. Donc avant de faire la démarche, il faut communiquer sur l'intérêt de notre démarche, pourquoi c'est important pour eux de se projeter là-dedans. Donc voilà, donc, démarche portée par la direction et tous les représentants en fait, de l'entreprise. CHSCT peut être également un bon levier, même si il ne faut pas que les démarches viennent officiellement du CHSCT, parce que sinon ça donne un aspect trop politique en fait, à la chose. Voilà, il faut une démarche aussi neutre, donc de neutralité totale, d'anonymat total. Donc voilà, les gens vont peut-être nous rapporter des choses assez graves, s'il y a des RPS par exemple, donc il faut savoir le prendre en compte et voilà, ne pas donner de nom. Donc ça peut être à travers des cellules également de groupes. Donc voilà, partage des idées, donc ça c'est plutôt dans les entretiens repos. Donc il faut faire une communication à 3 niveaux, c'est-à-dire une communication avant le projet, pendant, savoir où ça en est, etc. Et après, surtout, c'est très important de faire une communication post-projet, c'est-à-dire que si ils nous ont rapporté des choses qu'on ne peut pas les mettre en place, et ben c'est quand même important de leur dire, voilà, on a pris en compte ce que vous nous avez dit, mais malheureusement, on ne peut pas le faire parce que ça ou ça. Donc voilà, établir un plan d'action assez précis, et effectivement, en fonction des objectifs qu'on s'était fixés à la base. Voilà, et prise en compte des biais, c'est très important parce qu'effectivement, le fait que ça vienne que la démarche vienne des RH ou du CHSCT ou de peu importe, et ben en fait, il faut vraiment prendre en compte les biais parce que les gens ne répondront pas la même chose selon qui est détenteur du projet. Voilà, il faut dédier un budget avant et un temps consacré à ça aussi parce que les personnes travaillent et viennent sur leur temps de travail, donc il faut savoir, voilà, faut dire qu'il y aura un temps qui sera consacré à ça. Voilà. Super, Bravo. bravo. Il y a des points vraiment importants sur lesquels on reviendra tout à l'heure, peut-être après, une fois que on déroulera globalement les étapes ouais. incontournables et que vous êtes en train de toute façon de citer super. là. Donc de Super. manière différente en présentation, peu importe, mais on Super. reviendra. Ouais. Alors, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, mais nous on est aussi parti du fait de faire un état des lieux au préalable. Et on s'est dit qu'il fallait effectivement avoir la volonté et conviction de la part et de la direction et des collaborateurs pour entamer toute démarche sur ce thème. En impliquant aussi par une co-construction, un co-développement qui sont revenus. Communiquer, donc voilà, avoir une démarche globale, partager, une transversalité, voilà, mutualiser aussi, parce qu'on s'est dit que souvent ça pouvait être... par exemple, ça vient d'une instance ou d'un service et puis c'est pas du tout communiqué dans l'entreprise ou voir c'est en contradiction avec d'autres démarches. Avoir un suivi régulier, donc c'est des choses qui ont été dites. Et dans la conduite du changement avec des indicateurs de suivi voilà, régulièrement pour communiquer sur ces éléments. Avec notamment des accords, des mises en place d'accords sur ces thèmes pour avoir un cadre voilà, dans la démarche. Et définir des objectifs, voilà, donc être précis, s'y tenir. Et on s'est dit dans les objectifs, plutôt qu'en avoir dans tous les sens et ne pas s'y tenir et justement avoir zéro résultat, Exactement. C'est de vraiment prioriser les actions. Les actions essentielles selon les entreprises. On s'est dit que c'était également important d'organiser des groupes, des référents, des relais à tous les niveaux. Donc voilà, mettre en place tous ces groupes pilotes qui puissent faire vivre aussi la démarche à tous les niveaux et pas qu'au niveau de la direction. Au préalable aussi, c'est pas forcément violent, mais c'est former, sensibiliser tous les acteurs et notamment managers et puis collaborateurs. L'idée c'est également de gagner la confiance et l'adhésion en fait pour pouvoir établir des démarches parce que sinon on s'est dit que ça pouvait être très superficiel. C'est pareil, la confiance, ça ne se décrète pas. On ne dit pas faites-moi confiance, ça ne marche pas. Et ça, on s'est dit justement pour la confiance, ça peut être par le fait de communiquer aussi les bonnes actions, par exemple, voilà, partager les bonnes pratiques. Oui. Ça permet d'adhérer à la confiance. Voilà, on se dit c'est des choses concrètes et c'est réalisable, c'est pas que des mots, mais il y a des actions. Donc ça peut être une des démarches pour faire adhérer justement les collaborateurs. Et puis en exemple, on s'est dit pourquoi pas mettre des prix d'innovation qui viennent de la part des collaborateurs. Et ça leur permet pareil, de s'impliquer dans la démarche de manière pratico-pratique. Voilà. Bravo. Bravo. Bravo, bravo.
Génial. Dernière équipe? Bon, alors, c'était très passionné et du coup, on est vraiment allé au bout. Ah, c'est pas grave. Alors, comme pour tous, effectivement, on a besoin de l'adhésion de la direction, comme pour tout projet. D'abord parce qu'il y aura certainement un budget à la clé. Ensuite, parce qu'il faudra certainement nommer une équipe avec des consultants ou pas. Ensuite, nous, on a vraiment listé comme si on était dedans. Hein. Oui. Donc, on veut un accord d'entreprise impliquant les salariés, la direction. Il faut partir de l'existant. Donc, on a cité pas mal de choses qui étaient faites dans le groupe. L'égalité hommes-femmes. On part aussi du document unique qui nous donne pas mal d'éléments. On part aussi des rapports d'activité de la médecine du travail, de l'assistante sociale. Ensuite, on crée un groupe de travail avec des représentants de la direction, des salariés, des syndicats. Et on réalise une enquête auprès des salariés. Parce qu'il faut vraiment que ça vienne de la base, qu'on sache ce dont ils ont envie et besoin. Et ensuite, on fomente notre plan d'action. Donc, on définit le cadre du mieux travailler, du mieux-être et du mieux communiquer. Parce qu'évidemment, il s'agit d'un projet, donc il y a de la communication à tous les niveaux. Ok, super, bravo. Bon, alors, je ne sais pas si j'ai beaucoup de choses à rajouter. Hein. Vous avez dit l'essentiel. On va reprendre les étapes. On va reprendre les étapes incontournables d'une démarche de mise en place de la QVT. D'abord, première chose, on clarifie l'objectif de la démarche. Qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on veut faire, avec qui, quand, comment. Et donc, une fois qu'on a clarifié la démarche, on peut constituer un comité de pilotage et un premier calendrier. Alors, ce qu'on vous donne là, c'est une démarche, mais qui n'est qu'un exemple. Hein. Après, vous pouvez tisser autour de ça. Ce sont des étapes, en fait. On vous donne des étapes en mode projet. En mode projet. Voilà. Il y a une chose, juste, je me permets, Nathalie, oui, par rapport à l'objectif, hein, ça a été dit dans un des groupes et c'est important d'avancer par la technique des petits pas. Oui. C'est-à-dire de fixer un objectif. L'objectif, vous le savez, enfin, vous connaissez certainement tous le SMART. Un objectif doit être réaliste et réalisable. Et donc, au vu des moyens, de la structure et du timing que l'on s'est fixé, il vaut mieux fixer la barre pas trop haute, mais s'y tenir et aller au bout. Et petit à petit, pérenniser, avancer. De toute façon, c'est un sujet qui n'est jamais clos. Donc ça, c'est important. D'ailleurs, vous savez bien que plus on met la barre haut et plus on a de chances de passer en dessous. Exactement. Alors, vous vous rappellerez de ça. En fait, il faut toujours, voilà, effectivement, commencer par des petites actions réalistes, réalisables et qui vont donner aussi le sentiment d'avancer à l'ensemble des collaborateurs. Ensuite, on fait un pré-diagnostic. Alors, nous, on appelle ça pré-diagnostic dans notre démarche. C'est aller voir ce qui existe déjà dans l'entreprise. C'est ce qui a été dit plus ou moins partout. C'est votre état des lieux, en fait. C'est l'état des lieux avec l'analyse des indicateurs internes. Hein, qu'est-ce qui nous permettra de voir qu'on a réussi. Ensuite, au niveau du diagnostic, eh bien, on définit les axes prioritaires de travail. Vous l'avez dit aussi, hein, on priorise. Un plan d'action, donc évidemment avec un calendrier et un ou des pilotes, et évidemment un plan d'action et un suivi, parce que s'il y a un plan d'action et qu'il n'y a pas de suivi, c'est sûr que ça ne va pas marcher. Vous l'avez dit aussi, très très important, l'information et le feedback aux salariés tout au long de la démarche, y compris quand on n'a pas respecté le calendrier. C'est pas très grave hein, dans les modes projet, hein, les gens qui travaillent en mode projet, vous savez bien qu'on fait souvent des rétro-plannings, etc. Et puis, voilà, les imprévus de la vie professionnelle hein, et de la vie tout court font que, voilà, on peut avoir un retard sur le calendrier. Ce qui est important, c'est de toujours communiquer, parce que si vous sollicitez en fait l'ensemble de vos salariés par des questionnaires, bref, vous les impliquez, et que après finalement vous faites votre sauce dans votre coin et que vous ne faites pas de feedback. La prochaine fois que vous les solliciterez, ils diront « non, pas cette fois, hein.
Là, vous m'avez demandé, ça m'a pris du temps sur le travail que j'ai à faire et j'ai beaucoup de boulot. Finalement, ça ne sert à rien. Et là, vous allez obtenir en fait l'effet inverse qui va être la démotivation et la désimplication de vos collaborateurs. Donc, une communication, après, on voit aussi en fonction de chaque entreprise quel type de communication, comment on communique, qui va communiquer, sous quelle forme, etc. Tout ça, ça se travaille en fonction des entreprises. Il n'y a pas de... Vous avez insisté sur le volontariat. Oui, évidemment, aussi. c'est super important. Et il est évident que chat échaudé craint l'eau froide. Quand on les a appliqués 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis à chaque fois, ça fait plouf derrière, ils ne reviendront pas. Et après, vous êtes obligé d'être dans du volontaire désigné d'office. Et c'est beaucoup moins agréable pour travailler. Et évidemment, ça ne marche pas. Ou pas de la même façon. Donc là-dessus, c'est effectivement important. Et puis, évidemment, faire le lien de cette démarche QVT avec le DU, ça a été dit aussi. C'est non seulement un outil de travail, mais effectivement, derrière, permet aussi accessoirement de faire ressortir des choses qui éventuellement font bouger la prévention des risques. Donc ce sont des outils qui s'auto-entretiennent et qui s'auto-utilisent dans quelle que soit la porte d'entrée que vous prenez. Ce sont des incontournables. Et donc finalement, quand vous travaillez en fait sur la QVT, vous satisfaisez, je ne sais pas trop comment on dit. Je sais plus. Vous arrivez à satisfaire. Vous arrivez à satisfaire en fait l'obligation légale qui est de remplir le document unique. Donc vous voyez, c'est en fait jamais du temps perdu au-delà de l'amélioration de la qualité de vie au travail. Ça peut être un levier pour une direction un peu récalcitrante, parce qu'il n'y a pas 36 leviers pour convaincre, parce que c'est important de convaincre une direction qui n'aurait pas trop envie d'aller sur ce terrain-là. En général, c'est l'argent et le réglementaire. Le pyjama rayé et l'argent, en général, ça les motive un peu. Et donc, effectivement, le côté réglementaire, une démarche qui permet en même temps d'être en phase et de pouvoir répondre à un contrôle de la directe, c'est toujours intéressant à prendre pour une direction. Il faut arriver à leur amener que ça va leur amener de toute façon des billes et qu'ils ont tout intérêt à travailler dans ce sens-là. Et accessoirement, sur le volet argent, c'est que ce ne sont pas forcément des démarches qui engagent des budgets faramineux. Mais vous avez pointé du doigt les moyens. Parce que les budgets faramineux, non, parce que quand vous impliquez les collaborateurs, et c'est une démarche collaborative, ils vont être très pragmatiques. C'est-à-dire que quand ils sont capables de vous parler de ce qui dysfonctionne dans leur job, ils sont aussi capables d'amener des propositions d'action qui sont en général très concrètes, très pragmatiques et qui ne coûtent pas des fortunes. Voilà. Mais il y a des préjugés souvent dans l'esprit des dirigeants en disant on va chambouler tout ce qui se passe chez moi, on va changer le matériel, on va me demander de refaire un relooking complet des locaux. Non. Les gens sont, certes, ça peut être important, mais ce n'est pas ça le plus important. En fait, il faut aller voir les collaborateurs sur le terrain et leur demander en fait de quoi ils ont besoin. Parce qu'il n'y a que eux, en fait, à leur poste de travail, qui savent vraiment précisément ce dont ils ont besoin, peut-être pour améliorer leur qualité de vie au travail. Ce n'est pas la peine de penser très très haut, en fait. Aller sur le terrain et aller demander, en fait. Après, parfois, vous aurez aussi des demandes peut-être un peu... voilà, après, vous ferez le tri et vous prioriserez. Donc là, on vous a mis un tableau en fait de diagnostic, préconisation de l'ANACT, de travailler sur l'employabilité, enfin en tout cas réfléchir sur l'employabilité et le développement professionnel. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, les parcours de compétences, le partage et la création de valeur, l'engagement participatif, l'égalité des chances, ça vous l'avez dit. Diversité et non-discrimination, les relations de travail et climat social, le contenu du travail et la santé au travail. Bien évidemment, vous ne pouvez pas entamer une démarche de qualité de vie au travail sans vous intéresser à tout ce qui touche à la sécurité et à la santé au travail, bien évidemment. Alors juste sur le slide d'avant, les écueils à éviter, je dirais, sur les différentes étapes. Sur le prédiagnostic, qui est une étape importante d'état des lieux. On a énormément de sources d'informations dans une entreprise. Faut-il encore savoir où chercher et si on a un bon comité de pilotage et chacun faisant son travail, et ça a été cité, il y a plusieurs, les différents partenaires avec lesquels on peut travailler, chacun amenant déjà un certain nombre d'informations, on va avoir une base déjà qui va nous permettre de travailler. Et l'idée du prédiagnostic, c'est d'arriver à déterminer des indicateurs pertinents par rapport à notre démarche, qui serviront aussi d'indicateurs de suivi par rapport à ce qu'on a déjà dans l'entreprise. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est que ne vous jetez pas nécessairement sur les outils
externes ou les informations externes via les enquêtes, les questionnaires, qui est souvent une porte d'entrée via le CHSCT, souvent avec les fameux recours à expertise. Hein. Ça peut être une porte d'entrée, certes, mais ça peut être une porte d'entrée où là, on va enfoncer une porte ouverte. Parce que si votre enquête, votre questionnaire met en évidence qu'il y a des choses qui ne vont pas bien, mais on le sait déjà, il n'y a pas besoin nécessairement d'un questionnaire pour le mettre en évidence, la valeur ajoutée de l'outil que vous aurez utilisé, qui coûte en général un bras d'ailleurs, n'aura pas forcément une utilité par rapport à ça. Donc faites d'abord votre état des lieux avec tout ce que vous avez en interne, et s'il y a une nécessité d'avoir des mesurages, des compléments d'information, une prise de température interne ou autre qu'on n'a pas, là c'est intéressant et pertinent de se poser la question de savoir si on va construire un questionnaire, une enquête, un baromètre ou autre. Et quand on construit le questionnaire ou qu'on fait appel à des enquêtes externes, posez-vous toujours la question, c'est toujours la même chose, hein, c'est quoi mon objectif et qu'est-ce que je veux en faire de ça? Parce que bien souvent les entreprises font appel à voilà, des cabinets, des questionnaires sont faits, etc. Et après en fait on ne sait pas les exploiter. Alors il y a un paquet comme ça de comptes rendus qui sont faits, 50 pages de rapport, et on fait quoi avec ça? Et alors on fait quoi? D'accord, bon ça on savait à peu près, bon d'accord, ça a été, on va dire, ce qu'on savait a été, comment dirais-je, acté dans un document, mais après on en fait quoi? Et là, dans les indicateurs, globalement, on a 3 grandes familles d'indicateurs importants à cibler. Les indicateurs de fonctionnement, qu'on peut appeler aussi souvent les indicateurs RH, les indicateurs santé et sécurité que l'on regroupe très souvent, mais vous pouvez aussi les séparer. Et puis important, surtout sur la qualité de vie au travail notamment, c'est les indicateurs de perception. C'est-à-dire comment les collaborateurs se sentent, je ne me sens pas reconnue dans mon travail, je ne me sens pas bien dans mon travail, j'ai l'impression de ne pas être traitée équitablement par rapport à mon collègue. Tout ça, ce sont des indicateurs de perception qui sont par définition subjectifs, donc dangereux parce que le subjectif n'est pas mesurable, hein, on ne va pas mesurer à hauteur de l'individu, donc il faudra obligatoirement les recouper avec un indicateur mesurable, un indicateur RH ou un indicateur santé-sécurité. Exemple, quelqu'un qui vous dit « je ne me sens pas reconnu ou suffisamment respecté par mon manager », c'est des éléments que vous allez pouvoir recouper éventuellement dans les entretiens d'évaluation, si toutefois ils sont exploités. Et ça fait partie des sources d'informations qu'on va exploiter. Ça dépend après comment ils sont faits, comment ils sont menés, par qui, mais ça peut soulever justement des défaillances dans le fonctionnement. Mais si vous voulez utiliser d'indicateurs de perception, parce que la problématique des questionnaires, des enquêtes ou des choses, très souvent, les items sont souvent des questions orientées perception de l'individu. Et c'est souvent le problème de les exploiter derrière. Qu'est-ce qu'on en fait? Effectivement, ça donne une info quand ressort du questionnaire que 60% des collaborateurs de l'entreprise ne se sentent pas reconnus dans l'entreprise. Ça donne une info importante. Ça veut dire qu'il y a 40% qui se sentent reconnus et 60% qui ne le sont pas. Mais ça veut dire quoi? Reconnu par rapport à quoi? Par rapport c'est plus ou moins que dans les autres entreprises. Déjà, puis en termes d'identité, j'ai pas ma place de rôle dans l'entreprise. Est-ce que c'est les résultats? Est-ce que c'est les efforts fournis? Ça veut dire quoi concrètement? Et c'est souvent, on se retrouve avec ça entre les mains et de se dire bon, ok, on a ça, maintenant on fait quoi et comment on affine et comment on s'en sert? Donc ces indicateurs-là, donc c'est une étape qui est importante, qui prend souvent beaucoup de temps avec le comité de pilotage parce qu'il faut se mettre d'accord. Et là, on peut avoir plusieurs réunions, plusieurs discussions pour arriver à se mettre d'accord sur ce qu'on retient et ce qui nous semble pertinent sur notre thématique QVT. Et des indicateurs, parce que plus vous êtes une entreprise grosse, plus vous avez d'infos, de sources d'infos. Donc il faut arriver à faire aussi le tri. Et cette étape-là nous permettra de dégager les axes de travail qui vont ensuite permettre d'établir le diagnostic et notamment d'aller là, vous avez parlé d'outils groupes de travail, effectivement les groupes de travail, les entretiens individuels, tous ces outils que l'on va utiliser pour aller chercher la matière auprès des collaborateurs et surtout les impliquer, les engager. L'idée, c'est qu'ils deviennent acteurs de leur propre bien-être au travail. Aujourd'hui, il y a beaucoup de passivité dans l'entreprise. On attend que l'employeur apporte des solutions. On regarde la direction, les RH comme le Messie pouvant apporter la solution miracle pour que demain ça aille mieux. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça passe aussi par les personnes en poste. Et donc, il faut les impliquer, les responsabiliser. Ils ont les mains sur leur propre volant de bien-être. Donc, faut-il encore leur donner les moyens de conduire ce véhicule-là et de piloter ce bien-être-là. Et en allant les impliquer, c'est déjà une première approche parce qu'on va aller chercher au plus près de ce qui se passe. Et ça, derrière, ça a l'effet d'engagement et l'effet de fédération aussi pour aboutir normalement à un plan d'action, en tout cas des propositions d'action concrètes qui correspondent véritablement à ce que les collaborateurs attendent.
Évidemment, la direction, d'où l'engagement au démarrage de la direction de toute façon qui est important parce que c'est elle qui engage les moyens de toute façon. Donc à un moment donné, matériel, financier, humain, il faut que la direction, elle soit dans le coup. Et derrière, elle achète ou pas les propositions d'action. Si c'est très pragmatique, ça n'embarque pas dans des budgets faramineux. Généralement, on n'a pas du tout de souci à faire passer ce genre d'action. Et l'avantage aussi, c'est que vous avez pour le coup dans le document unique au final, un plan d'action qui est bien ciblé sur les 3 niveaux de prévention. Et ce qui est très très important, et là je remets la casquette contrôle réglementaire, en cas de contrôle de la directe, vous êtes capable de démontrer que vous avez une démarche sur la QVT, qu'elle est structurée, qu'elle repose sur des indicateurs de suivi pertinents, et qu'en plus de ça, elle aboutit à un plan d'action avec des choses qui se mettent en place. Même si ça doit se mettre en place, étalé sur plusieurs années, ce n'est pas un problème, mais vous avez une démarche proactive et qui est structurée. Et donc ça, obligatoirement, ça fonctionne. Donc ça, c'est l'écueil à éviter. Juste un point par rapport au CHSCT, parce que ça a été dit. Ça, c'est important, parce que la porte d'entrée est souvent le CHSCT sur ces thématiques-là. C'est normal, c'est son périmètre d'intervention. Hein. La santé, la sécurité, ça fait partie en tout cas de son périmètre, son champ d'intervention. Effectivement, une démarche portée ou lancée que par un CHSCT, déjà, ça n'a pas de sens, puisqu'on l'a vu que c'est porté par la direction, et puis que le CHSCT n'est qu'une instance de consultation. Hein. Donc il n'a pas vocation à pouvoir décider des moyens. En revanche, c'est un partenaire incontournable pour l'employeur pour travailler sur ces sujets-là. Donc on ne peut pas faire sans, et je dirais même qu'il vaut mieux faire avec, parce qu'une démarche aura encore plus de poids si on est dans de la co-signature direction CHSCT. C'est-à-dire que ça montre qu'on est en phase dès le démarrage, sur tout ça. Et en termes de communication, les partenaires sociaux sont évidemment des vecteurs de communication terrain extrêmement importants qu'il va falloir utiliser. Donc s'ils sont convaincus, ils seront convaincants. Et donc pour le coup, ils feront passer aussi les messages terrain. OK ? Des questions par rapport à ça ? Ça va ? Oui ? Alors, sur les indicateurs de fonctionnement RH, alors Nathalie a parlé de l'absentéisme, surprésentéisme, hein, parce que c'est son pendant. Turnover, on va retrouver, alors j'ai cité parce que quand on dit indicateur, entendez indicateur comme source d'information potentielle. C'est vrai qu'on a dans le jargon prévention, on emploie ce terme-là. Ça peut être tout ce qui est effectivement utilisé au titre des évaluations, des entretiens, les entretiens professionnels, tous ces comptes rendus-là. On va avoir classiquement tout ce qui va toucher au temps de travail, tout ce qui va toucher aux résultats, la productivité, au climat social, le nombre de réunions, la communication en interne, tous ces indicateurs-là qui, d'une manière ou d'une autre, ça dépend après des structures, comment c'est tracé, mais il faut aller récupérer ces éléments-là qui vont donner des indices du fonctionnement et surtout du climat qui règne dans l'entreprise et des points sur lesquels on est plus ou moins bon et sur lesquels on a plus ou moins à travailler. Des axes qui sont déjà peut-être ressortis dans le démarche de prévention, donc que vous connaissez peut-être déjà, et pour le coup c'est plus facile de cibler puisque là on est sur une approche un peu plus large de QVT. Donc sur la partie fonctionnement RH, c'est ça. Après, santé-sécurité, classiquement, les statistiques, accidents de travail, maladies professionnelles, le rapport du médecin du travail, le médico-social, évidemment, vous avez cité l'assistante sociale, enfin tous ces acteurs. C'est important, si vous avez parlé de personnes ressources, mais c'est important aujourd'hui d'avoir effectivement identifié quelles sont les ressources et les relais en interne. Là, on est plus en prévention tertiaire, hein, mais quels sont les relais qui peuvent être aujourd'hui des supports au service RH, à la direction et surtout aux collaborateurs dans leur quotidien sur toutes ces questions-là. OK ? D'autres questions ? C'est bon, on avance alors ? Oui, on a le temps ? Il reste alors, dernier atelier pour boucler sur notre thématique. Donc là, chaque équipe, vous n'allez pas avoir la même mission. On a réparti ici, puisque l'idée, hein, c'est ici plutôt plan d'action maintenant. Là, on a vu la structure de la démarche. Là, c'est de réfléchir, évidemment, il ne s'agit pas de construire un plan d'action ici, maintenant, mais de réfléchir aux leviers d'action possibles sur la démarche. Et donc là, en fonction de vos équipes, voilà, vous avez la thématique sur laquelle vous allez réfléchir ensemble. Donc là, vous récupérez votre thématique. L'équipe cœur va travailler sur les actions centrées sur l'organisation et les conditions de travail. Ça pourrait être quoi ? Voilà, dans la thématique QVT. L'équipe trève va travailler sur les actions sur la communication et les relations sociales. Donc, qu'est-ce qui permettrait, quel type d'action par rapport à ces vecteurs-là permettent de travailler sur la QVT. Les carreaux vont travailler sur les actions sur l'engagement à tous les niveaux dans l'entreprise, donc la notion d'engagement dans l'entreprise. Et l'équipe PIC va travailler sur les actions sur la réalisation et le développement personnel dans l'entreprise.
Ok, donc là, pareil, allez, 9 minutes, c'est parti. Le premier mot qui nous est venu, c'est le télétravail. C'est vrai que c'est une grosse thématique. Donc organisation et conditions. Oui, Ouais, ouais. exactement. Donc par contre, il faut absolument définir un cadre parce que voilà, il faut et du coup par ça, éventuellement faire une phase de test qui peut être bien du coup pour voir après comment ça peut se mettre en place définitivement dans une entreprise. Il y a un gros point à suivre, c'est la définition des rôles dans l'entreprise. Qui fait quoi voilà, au sein de son poste, entre collègues, entre services. Du coup, ce qui peut aider, c'est éventuellement un organigramme fonctionnel et un annuaire. Ça, c'est vraiment voilà, des choses qui peuvent être mises en place. Et donc, dans le qui fait quoi, on a aussi du coup, il faut réfléchir à la charge de travail, où est-ce qu'il faudrait dégager du temps, donc, par exemple pour les réunions, voilà, est-ce que toutes les réunions sont utiles et également à la répartition du travail. Comment est-ce qu'on pourrait faire autrement pour que ça soit plus efficace et plus proactif. Il y a également un point sur la transversalité. Donc voilà, redéfinir le mode de travail, éviter le travail en doublon et séparer. Des fois, c'est vrai qu'entre les services, voilà, il y a des choses qui se recoupent et on les fait plusieurs fois pour rien. L'aménagement des horaires, on n'a pas trop développé, ça va un peu avec le télétravail, mais voilà, plus de souplesse. C'est vrai que ça peut être un gros confort en entreprise. Un point sur l'agilité, donc tout ce qui est planning, organisation du temps, par exemple les réunions, ce qui permet de travailler sur l'efficacité. Ce qui peut être mis en place, par exemple, c'est du matériel adapté ou des salles de discussion, voilà, pour pouvoir avoir des moments et un endroit pour parler des projets, etc. Donc ça revient un à endroit la gestion dédié du temps. en fait. La gestion du temps, on peut mettre éventuellement en place une charte des bonnes pratiques. Exemple sur les mails, bien définir les bons acteurs et les bons destinataires. On n'est pas forcément destinataire direct d'un mail, on les reçoit, on les lit, ça nous fait perdre du temps. Donc voilà, ça vaut aussi pour les reportings. Tout à fait. On travaille aussi alors, sur la communauté, notamment sur l'intégration et sur l'accompagnement à toutes les étapes de la vie. Donc l'intégration des nouveaux entrants, avec la mise en place par exemple de visites d'intégration dans les différents services de l'entreprise. Avec éventuellement à disposition un livret d'accueil qui peut être utile et que du coup la personne va garder. Et donc oui, à tous les événements de la vie, avoir un accompagnement, donc que ce soit à des entretiens professionnels, des moments de maternité, de maladie, etc. Que le salarié se sente suivi dans toute sa carrière en fait. Qu'est-ce qu'on avait mis oui, on avait fait un point sur les modes de fonctionnement à travers les process. Alors, par exemple, travailler sur la dématérialisation, notamment la signature électronique qui peut faire gagner pas mal de temps. Un point aussi sur la mobilité interne, avec une vraie gestion du poste sur toute sa carrière. Et sur le management, travailler sur la délégation. Des tâches. Ok. Et voilà, le gros point aussi, c'est du coup, en fait, il faut être sur le terrain pour se rendre compte des salariés, ce qu'ils font, qui fait quoi. C'est vrai que c'était la grosse question. Et la réalité du travail. Exactement. Bravo. Bravo. La clarté des rôles, c'est important. Ouais. Surtout qu'on a de plus en plus du management bicéphale ou tricéphale. Ou du management à distance. Ouais. Donc, compliqué. Alors, l'équipe TREFS, les actions sur la communication et les relations sociales. Hop. Déjà, concernant la communication et les actions sociales, donc nommer la démarche, la présenter, donc préciser les enjeux, les objectifs et les acteurs, ça paraît essentiel dans une démarche. Ensuite, donc, expliquer le plan de communication, faire un plan de communication, pardon. Choisir les supports, donc soit faire une newsletter, mettre des actions via un intranet, etc. Organiser des rencontres, donc on parlait éventuellement de petit déjeuner ou de déjeuner, etc.
On a parlé aussi d'espaces dédiés, donc ça peut être physique, donc des espaces pour se réunir, créer des moments d'échange en fait. Donc ça peut être aussi par collaborateurs sur le même niveau ou alors à des niveaux différents. Oui. Et pourquoi pas aussi de façon virtuelle, par un intranet. Oui, il y a une application qui existe sur téléphone en fait, qui permet de percevoir un peu le climat social dans les entreprises. Oui. Il y a une société qui a lancé ça aussi et vous pouvez aussi le personnaliser sur vos entrées de réunion, sur vos codires, ça prend de quelle humeur je suis en arrivant en réunion par exemple. Voilà. Ou en arrivant au bureau le matin. Voilà. Ils ont développé ça, c'est très bien. Donc voilà, ça permet d'obtenir le baromètre du jour en fait. Oui. Relations sociales, on a pensé au team building avec un budget spécifique. Oui. Donc il est important de prendre la température du climat social. Oui. Donc créer une communauté. Alors du coup on parlait aussi, pourquoi pas créer un jour Vie ma vie. Oui, ou Vie mon poste même. Vie mon poste. Vie ma vie, c'est beaucoup du Vie mon poste aujourd'hui. Ouais. C'est savoir ce que fait l'autre, et là c'est la clarté des rôles, vous recoupez. La clarté des rôles et souvent l'absence de communication entre services. En fait, quand on fait Vie mon poste, la personne en fait prend conscience que, en fait, elle n'imaginait pas du tout que c'est les problématiques auxquelles l'interlocuteur était confronté. Et ça fait sens sur les questions qu'elle peut vous poser ou ce qu'elle peut vous demander forcément. C'est assez génial ça. Voilà, atelier présente ton job. Oui. Présente ton job. Ou alors ça peut être aussi compétences personnelles. Quelqu'un qui a une facilité en bricolage ou autre et exactement. Voilà. Et là vous recoupez avec l'épanouissement et la réalisation, parce que c'est valorisant de faire ces choses-là en plus. Voilà, et puis ensuite, dernière chose, la visite d'intervenants extérieurs. Donc tel que médecin du travail, infirmière, ergonome. Absolument. Voilà, un autre regard. Ouais. Ok. Merci. Très bien, bravo. Alors, les carreaux. Donc l'engagement là dans l'entreprise. L'engagement. Vaste sujet. Oui, mais ça va. Non, parce qu'on n'a pas compris la question. Ah, vous n'avez pas compris la question? Fallait nous appeler. En fait, fallait nous appeler, on serait venu. Pardon? Vous n'avez pas osé nous appeler? Donc on a compris la question plus ou moins. L'action sur l'engagement. Alors l'action sur l'engagement, c'est engager les différentes strates de l'entreprise. Ouais. Ça peut que commencer par la direction. Ouais, donc vous avez bien compris le truc. C'est comment en fait arriver à engager les personnes à tous les niveaux dans l'entreprise. Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Voilà. Voilà. Exactement. Quelque chose parce que ça va pas bien chez donc, lui faire signer une charte QVT, l'engagement moral, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, avec différents objectifs généraux à travers les différentes couches de la société. Et une fois qu'on a ça, on peut aller voir les managers après, avec les différentes hiérarchies, et décliner la charte dans leurs objectifs à eux. Des objectifs mesurables, atteignables. On leur fixe en début d'année, à savoir, par exemple, un certain pourcentage d'entretien individuel de leurs collaborateurs à obtenir. On peut les objectiver. Voilà, les objectiver sur ce thème-là. Sur ce thème-là. Et éventuellement de les objectiver sur d'autres types d'entretiens, des entretiens si on constate qu'ils ont un certain nombre d'absences dans leur groupe, d'essayer de comprendre pourquoi et de nous faire un rapport pourquoi ils ont plein d'absences ou du surprésentéisme. Et ensuite, les associer à différents groupes de travaux qu'on a déjà en place dans certaines sociétés, comme des groupes DPS, qui sont liés au RPS, qui réalisent les différentes RPS qu'on peut retrouver dans l'entreprise, et les faire intervenir par rapport à différents projets bien délimités, des gros projets dans l'entreprise. Voilà, donc, les faire intervenir sur ces sujets-là. Donc les associer complètement à l'analyse des RPS. Et puis on peut rester des heures sur ces thèmes-là. Sur ces thèmes-là, oui, ça peut même prendre plusieurs jours. Oui, absolument. Et effectivement, après, l'autre couche, c'est les salariés. On est tous salariés, mais les salariés qui sont un petit peu
dans les groupes des managers pour bien leur montrer par peut-être des journées à thème que c'est eux les premiers acteurs de leur QVT. Quoi. Oui. C'est ça. Les responsabiliser, absolument. De leur QVT, oui. Et leur faire prendre conscience de cela. Et ensuite, essayer de mettre en place des journées à thème sur, comme on disait tout à l'heure, des enquêtes sur l'amélioration de leur... Quelles seraient pour eux les améliorations de leurs conditions de travail, quels seraient pour eux les moyens d'améliorer leurs relations dans les différents services, avec les différents fournisseurs. Ça, les clients. On s'est arrêté là. Bah, très bien. C'est très bien. Bravo. Je rajouterais juste une chose qui est importante, parce que ça recoupe ici en fait derrière l'engagement, parce que c'est vrai que l'engagement ça soulève souvent question. Donc, on n'a pas forcément, mais on constate nous effectivement qu'on se pose toujours la question ce qu'on met derrière ça, et ça rejoint cette logique de communauté. En fait, c'est le sentiment d'appartenance, c'est redévelopper un peu ce qu'on avait au 19e siècle avec les corporations, c'est-à-dire que ce sentiment d'esprit de corps, de corporation, d'appartenir à un groupe. Et de donner envie et de prendre conscience qu'on fait partie de ce groupe et pas une multitude d'individus côte à côte, mais qui au final ne travaillent pas ensemble. Ils travaillent côte à côte. Et là, c'est donner l'envie, par l'engagement, de travailler ensemble. Donc c'est ça derrière l'engagement, en fait. Et donc, le dernier, les pics. Réalisation au développement personnel, où là, c'est pareil, on peut rester des heures là-dessus. Mais on n'y restera que 5 minutes. Ça ira, je pense. Oui. Alors déjà au départ, quand on a commencé nos réflexions, on s'est rendu compte que tout ce qui nous venait à l'idée, souvent ça allait plutôt dans les autres catégories que dans la nôtre. Parce que, et vous avez remarqué que tout se recoupe. Ben oui. En fait, voilà, il faut les 4 leviers pour faire une bonne démarche. Donc nous, on l'a axé sur 3 points en fait. 3 axes. Oui. Un axe qui est plus lié à la formation et l'accompagnement des collaborateurs. Oui. Tout ce qu'on appelle des formations en fait, au développement personnel. Et notamment, on a noté la notion de feedback. Oui. Peut-être sensibiliser les managers, mais pas que, aussi les collaborateurs, à cette notion de feedback. Savoir comment délivrer un feedback. Et comment le recevoir aussi. C'est positif, le feedback. Et positif, et comment le recevoir. Il y a comment donner le feedback, il y a aussi comment le recevoir. En formation, toujours proposer des plans d'accompagnement, bilan de compétences. Oui. Accompagner les collaborateurs dans leur évolution. Focus aussi sur les managers. Voilà, on en parlait aussi. C'est le manager de proximité doit être plus orienté vers un manager coach. Action de team building. Voilà, réunir les collaborateurs autour de réunions de travail, mais pas que. Team building au sens large. Oui. Voilà, pour cette partie-là. GPEC, bon, on a juste mis démarche GPEC, mais voilà, que la DRH soit toujours dans une démarche GPEC. Et puis enfin, quelques petites idées, comme ça, c'est pas exhaustif, d'améliorer le cadre de vie au travail. On sait bien que c'est pas le plus important. On en parlait tout à l'heure en disant que c'était un peu cosmétique. Mais ça contribue aussi. Hein. La happiness thérapie fait pas de mal non plus. On parle beaucoup de méditation, mindfulness, relaxation, massage. Ça peut être aussi, le groupe précédent si on parlait, valoriser les talents. Oui. Pas les talents comme on a l'habitude de l'entendre en RH, mais les talents plutôt personnels. Organiser quelque chose autour de la musique, par exemple. Absolument. Faites de la musique, ça c'est très bien. Ça fédère. Et puis tout ce qui est cadre de vie, salle de sport, conciergerie, crèche. Super. Voilà. Bravo. Merci. Super. Alors, moi, j'ai pas grand-chose à rajouter. Alors, ça marche ou pas? Non, c'est pas ça. Hop. Donc, pour reprendre les axes de travail sur lesquels, en fait, vous pouvez être amené à travailler sur la démarche QVT. Donc, on en a vu certains. Et préconisé par l'ANACT. Donc, la qualité de l'engagement, on a vu. La qualité de l'information partagée au sein de l'entreprise. La qualité des relations sociales.
et de travail, la qualité du contenu du travail, la qualité de l'environnement physique, la qualité de l'organisation du travail, les possibilités de réalisation et de développement personnel, on l'a vu, possibilité de concilier vie professionnelle et vie personnelle. Donc si vous travaillez sur ces axes-là, voilà, vous mènerez une démarche QVT pérenne et durable. Voilà, je crois que nous avons terminé. Alors, juste une petite chose pour compléter. Donc, on vous a dit tout à l'heure que nous avions coécrit un ouvrage sur la prévention des RPS avec la PNL. Alors, nous avons, en fait, vous avez vu tout au cours de cette matinée qu'en fait, il était important d'avoir une boîte à outils. Nous avons choisi pour cet ouvrage-là des outils PNL parce que ce sont des outils extrêmement pragmatiques, extrêmement faciles à mettre en œuvre dans l'entreprise. Il n'y a pas que les outils PNL, nous-mêmes on utilise beaucoup d'autres outils que ceux qui sont mentionnés dans le livre, mais en tout cas ce qui nous a paru intéressant, c'est cette démarche innovante aussi, parce que personne n'a encore publié de livre sur l'alliance de la PNL dans la démarche de prévention des RPS. Donc c'est un livre en fait extrêmement pragmatique qui reprend beaucoup la démarche qu'on vous a présentée sur les 3 niveaux de prévention, primaire, tertiaire, secondaire, avec beaucoup d'outils pratico-pratiques à l'usage des managers évidemment, mais à l'usage aussi des collaborateurs pour améliorer les relations les uns avec les autres. Voilà, donc c'est vraiment un outil pratique. Je ne sais pas si tu voulais rajouter d'autres choses. Non, tu as tout dit. Disons qu'aujourd'hui, l'idée, c'est d'aller... Parce que sur ce vecteur plan d'action, c'est qu'il faut les trouver, les idées. Et c'est intéressant d'aller chercher dans les boîtes à outils existantes, d'aller regarder aussi ce qui se fait dans les entreprises en termes d'entreprises innovantes, parce que il y a des entreprises, il y a plein d'idées qui circulent. Alors, ce n'est pas forcément transposable, mais ça peut donner des pistes de réflexion. Et puis, je rajouterai, je terminerai là-dessus par rapport à ce qui a été dit, penser à bien intégrer aujourd'hui, parce que c'est un phénomène que l'on retrouve dans les entreprises, l'intergénérationnel et l'interculturel. Aujourd'hui, les entreprises sont de moins en moins franco-françaises, sont de plus en plus à dominante internationale. Et évidemment, vous cumulez dans la pyramide des âges plusieurs générations, donc ce qui donne beaucoup de richesse pour travailler sur toutes ces questions-là. Mais pour le coup, aussi, peut être source d'irritants aussi, parce qu'on peut ne pas se comprendre aussi. Donc, pensez à bien intégrer ces phénomènes. Je rajouterai une dernière chose à titre d'exemple. Si les outils PNL, ça vous paraît un peu vague, il y a un outil que personnellement, je trouve extrêmement pertinent, qui est l'outil de clarification de l'objectif, parce qu'on vous a parlé beaucoup, clarifier l'objectif, savoir ce que vous voulez avant d'entamer une démarche. Vous verrez dans le livre, c'est bien décrit, il y a des étapes et quand vous suivez ces étapes-là, c'est forcément le copil et la direction arriveront forcément à un objectif SMART. Voilà. Avez-vous des questions? Ouais, des questions. Des questions, Nous sommes à votre disposition. Je voulais vous remercier de toute façon pour votre participation parce qu'on a fait cette conférence sous forme interactive et vraiment un grand merci pour votre implication. Vous avez joué le jeu. Vous avez joué le jeu et ça a été très agréable pour nous et en fait vous saviez déjà plein de choses. C'est ce que ça démontre. Merci.